Bonjour à tous, on est ravis de se retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien. Alors vous le savez, à la Société de Géographie, on aime beaucoup les questions liées à l'alimentation et on a été particulièrement intéressé quand on a vu qu'un nouvel ouvrage sur des questions alimentaires sortait très récemment aux éditions Quae qui s'intitule Les projets alimentaires territoriaux vers des actions collectives, coordonné par Maïté Banzo, Christophe Borin, Bernard Delhomme et Marie Lemarié-Boutry. Ma première question, parce que dans le petit cercle des spécialistes de ces questions-là, la notion de projet alimentaire territorial, ou PAT, selon son acronyme, est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire ce à quoi ça correspond? Oui, alors le projet alimentaire territorial, en fait, c'est un outil qui a été mis en place par la loi d'avenir de 2014. Et donc, c'est un outil dont vont s'emparer, si elles le souhaitent, les collectivités ou des acteurs pour favoriser la territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation. En fait, c'est ça l'objectif, c'est favoriser la territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Monsieur Borin? Oui, à cette définition initiale, effectivement, j'ajouterais le fait que, en fait, notre éclairage spécifique à travers cet ouvrage, ça a été de mettre en avant la dimension collective, intrinsèquement collective, effectivement, des projets alimentaires territorialisés, tout simplement parce que l'esprit de cet outil, finalement, c'est d'essayer de rassembler, en effet, un grand nombre d'acteurs venant d'horizons très divers et avec l'idée, avec des objectifs finalement sur lesquels ils peuvent se retrouver, quoi. Monsieur Je Delhomme, vais qui peut-être semble me être donner, très je vais peut-être. territorialisé puisqu'il est vraiment au plus près du territoire, tel un insecte dans Microcosmos. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment la façon un petit peu justement locale d'aborder aujourd'hui des questions dont on entend parfois parler au niveau national, voire international, de autonomie alimentaire, sécurité alimentaire, de ces choses-là. Donc là, c'est vraiment à des échelles territoriales relativement petites. Mais c'est quand même une démarche qui a été justement encadrée entre guillemets par tout un processus et une loi et qui fait qu'aujourd'hui il y a même une espèce de labellisation de ces projets sur les territoires. Ce qui fait que quand on regarde à l'échelle nationale aujourd'hui, on en est à peu près à 450 projets qui ont été identifiés, répertoriés et labellisés entre guillemets sur le territoire comme étant effectivement porteurs de ces démarches, comme Christophe vient de le rappeler, qui sont donc à la fois reliant agriculture, alimentation sur un territoire, mais forcément impliquant tout un tas d'acteurs de production d'un côté et de consommation à l'autre bout, et puis tous ceux qui sont intermédiaires entre les deux. Et quand on rajoute la dimension territoriale, ce qui apparaît souvent et qui est aussi une des choses bien montrées dans notre ouvrage, c'est que dans ces acteurs que sont les participants à un circuit alimentaire, se trouvent aussi, pratiquement de façon systématique, des collectivités publiques locales, voilà, qu'elles soient communes, communautés de communes ou regroupements jusqu'à des échelles régionales parfois, et que c'est l'ensemble de ces acteurs qui doivent fonctionner ensemble pour qu'il y ait projet alimentaire de territoire. Alors, vous parlez justement de ce que vous appelez même dans votre introduction collective un triptyque alimentation, enfin, agriculture, alimentation et territoire. Euh, mais qu'est-ce que les PAT apportent de plus? Parce que enfin, l'activité industrielle, l'activité alimentaire, de production alimentaire, sont souvent liées à des territoires. Donc, qu'est-ce que les PAT apportent de plus? Pour saisir l'originalité des PAT, je crois il faut les replacer, et il faut replacer l'émergence de ces PAT dans le contexte socio-économique, en fait. Parce qu'en effet, intuitivement, on peut dire que la production agricole, depuis X années, elle est territorialisée, elle renvoie à des spécificités territoriales, mais il ne faut pas oublier que, en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu un certain nombre de forces, de mécanismes qui ont euh, poussé vers comment dire, une mondialisation finalement de la production agricole et de la production de biens alimentaires, donc avec la mise en place d'un système effectivement qui est passé de l'échelle nationale à l'échelle mondiale. Donc,
même si on peut en effet associer une dimension territoriale à la production agricole, il n'en reste pas moins que voilà, la croissance économique est passée par cette mondialisation finalement du système agricole et alimentaire. Alors, le contexte dans lequel a émergé précisément les PAT, c'est celui où finalement on a essayé de redonner du sens à cette territorialisation de la production alimentaire. Voilà. Donc, je crois que pour comprendre l'originalité, il faut bien se positionner par rapport au contexte précédent. Voilà. Donc, Parce que si justement, je comprends bien, une globalisation des systèmes alimentaires, une perte de repères qui amène une redécouverte de références territoriales plutôt locales. Madame Manzo? Oui, non, je voulais juste dire aussi que c'est un peu original parce que ça amène les collectivités à se positionner sur un champ qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que, notamment les collectivités territoriales et même les intercommunalités, la question agricole alimentaire ne fait pas partie vraiment de leurs compétences. Et à travers cet outil, elles sont amenées et bien sollicitées à se positionner sur ce champ de compétences qui, a priori, n'est pas le leur. Donc, elles découvrent un peu et elles sont dans ce cadre-là, elles doivent tisser des liens avec ben, les acteurs qui sont liés à l'alimentation et à l'agriculture, qui sont des champs un peu spécifiques en fait. par exemple, on peut citer deux illustrations assez fréquentes qu'on rencontre justement et qui font que les collectivités territoriales finalement sont amenées à s'intéresser à ces problématiques qu'on retrouve dans les projets alimentaires. D'un côté, pour un nombre non négligeable d'entre elles, quand elles sont situées plutôt en zone rurale, la déprise agricole est une réalité auquel elles sont confrontées et donc la perte d'agriculteurs sur leur territoire, donc la perte d'agriculture sur leur territoire les interpelle un petit peu parce que bah, pour eux, ça perd un petit peu d'identité, d'activité économique et c'est quelque chose finalement aujourd'hui qu'elles voient de façon prégnante parce que la chute du nombre d'agriculteurs ne diminue pas. Et d'un autre côté, elles ont des citoyens qui de plus en plus les questionnent sur, par exemple, l'alimentation dans les cantines et restaurants scolaires de leurs enfants et la qualité de cette alimentation, leur origine. Et donc, ces deux phénomènes conjugués font qu'on se retrouve avec des collectivités territoriales qui, comme le dit Maïté, n'étaient pas du tout habituées à ce genre de réflexion, mais qui se retrouvent un petit peu embarquées et deviennent parfois du coup volontaires pour effectivement prendre ces questions-là et les traiter. Et ben, du coup, effectivement, les outils type projet alimentaire répondent assez bien à cette question-là. Parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le triptyque alimentation, agriculture, territoire, sur beaucoup de territoires, alimentation, agriculture, on en trouve. Par contre, le lien au territoire avait eu complètement tendance à disparaître. Et quand on pose la question d'ailleurs à beaucoup de consommateurs, il y a une méconnaissance parfaite à la fois de ce que l'agriculture produit sur leur territoire et encore plus de ce qu'ils ont dans leur assiette s'ils ont une idée de l'origine éventuelle de cette alimentation. Donc voilà, le mot territoire était quand même un petit peu absent aujourd'hui de ces problématiques agricoles et alimentaires et d'où le retour via les projets alimentaires. Alors, pour celles et ceux qui s'intéressent déjà à ces questions, il y a des initiatives qu'il faut aujourd'hui office de référence. Je pense notamment à la municipalité de Montsartou dans les Alpes-Maritimes qui, depuis 20 ans, travaille à la mise en place, alors avant même les PAT, mais à la mise en place de ce fameux triptyque qu'on évoque depuis le début de notre entretien. Mais alors, j'ai une double question à vous poser. On parle de collectivité territoriale. Concrètement, on parle de quelles échelles? On parle de municipalité, on parle d'intercommunalité, on parle de département, on parle de région, on parle de quoi? Et ma deuxième question qui finalement est liée à ça, c'est pourquoi certaines collectivités décident de se lancer dans l'aventure des projets alimentaires territoriaux? On balaye à peu près tous les étages, on va dire, de la commune à la région. Voilà. Et donc là, selon les territoires et selon déjà l'antériorité éventuellement sur ces territoires, donc en gros, tous les étages de collectivité peuvent, et parfois même d'ailleurs aujourd'hui, avec les projets alimentaires du territoire, on a une superposition, c'est-à-dire qu'on peut avoir un projet alimentaire de territoire à une échelle communale ou intercommunale, ce qui ne va pas empêcher le département, voire la région, d'envisager d'en faire un aussi. Donc, on a des projets qui parfois s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, bon, tous les étages de structuration aujourd'hui de notre vie publique locale sont concernés. Euh, donc là, c'est très divers sur le territoire. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de règle. Enfin, si la question derrière était, y a-t-il un bon étage pour conduire un projet alimentaire? Bon, je pense que dans notre ouvrage, on donne plusieurs exemples de plusieurs niveaux sans être capable de dégager vraiment des causes de supériorité d'un niveau d'organisation par rapport à un autre.
Juste sur l'échelon, je voulais dire, préciser que en fait, lorsqu'on regarde les différents PAT à l'échelle nationale, on se rend compte que l'intercommunalité est l'échelon Le plus. le plus revendiqué hein, pour les porteurs de projets, en fait. C'est souvent au niveau de l'intercommunalité que se portent les projets. Et après, on trouve d'autres collectivités. On peut trouver quelques communes, mais il n'y en aura pas énormément. Et on peut aussi trouver des départements. Mais souvent, en fait, la fonction du PAT est un petit peu différente entre, par exemple, l'intercommunalité et le département. Le département aura un rôle plus de coordinateur de l'ensemble des démarches qui sont sur son territoire. Et les territoires intercommunaux, eux, produisent vraiment du projet de territoire via l'agriculture et l'alimentation. Et ne pas oublier une autre petite classification qui n'est pas du tout administrative, mais qui est quand même un petit peu importante et d'ailleurs qui est un petit peu abordée aussi dans l'ouvrage, c'est parfois aussi le contexte rural ou urbain, périurbain dans lesquels ces projets éventuellement prennent naissance. Mhm. Parce que ça aussi, c'est un facteur de différenciation éventuellement à la fois des motivations et des acteurs qui sont à l'initiative de ces projets. Dans un certain nombre de chapitres de notre ouvrage, on insiste beaucoup sur l'enjeu de la proximité, en fait. Parce que, en effet, ce dont on s'est rendu compte hein, dans la mise en œuvre des PAT que nous avons étudiés, c'est l'importance des effets de proximité. Alors, par proximité, on entend assez vite proximité spatiale, bien sûr, hein, effectivement, la présence donc au sein d'un espace des acteurs potentiellement impliqués, mais aussi effectivement une proximité plus relationnelle en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qui touche à la capacité de mise en relation des acteurs, en fait, parce que les PAT en tant qu'action collective repose fondamentalement sur ce type de proximité relationnelle. Voilà. Et en fait, de ce fait, hein, les différentes échelles sont finalement impliquées par ces différents types de proximité. Hein, on a à la fois une proximité spatiale qui joue un rôle essentiel parce que voilà, on voit bien que la présence en un même lieu des acteurs est tout à fait fondamentale, mais en même temps, il faut aussi des acteurs qui assurent une certaine forme de cohérence relationnelle finalement, de mise en cohérence des relations entre les acteurs. Et là, c'est vrai que les échelons départementaux, voire régionaux, même si c'est un peu plus éloigné quand même, jouent un rôle tout à fait fondamental. Voilà. Alors sur les motivations, ben, je pense qu'elles sont assez diverses, hein, en définitive. Moi, ce qui me semble en tout cas, hein, c'est que si les collectivités locales se sont engagées dans cette question depuis quelques années, c'est pour répondre quand même à une attente sociétale qui se manifeste de différentes manières. En effet, pour une alimentation de qualité, hein, après voilà une très longue période où la mondialisation de la production agricole, justement, a multiplié les échanges de biens alimentaires, s'est de plus en plus appuyé sur des accords commerciaux par lesquels on n'arrive pas forcément à avoir une idée de la qualité des biens alimentaires, etc. Et donc là, pour le coup, hein, l'attente sociétale, c'est de répondre justement à cette demande voilà, d'avoir une alimentation de qualité à proximité. Hein, je pense que ça, c'est vraiment une motivation tout à fait importante. Et puis, il me semble qu'il y a une autre motivation aussi, c'est bah, de répondre un peu aux enjeux de l'agriculture, finalement. Bernard a évoqué effectivement tout à l'heure déjà un peu ce point-là, mais on sait que la situation des agriculteurs dans beaucoup de territoires est assez compliquée, au plan socio-économique notamment avec bah, une dépendance qui s'est accentuée là aussi dans le cadre de la mondialisation par rapport à des grands groupes, etc. Et donc, je pense que l'une des motivations des collectivités locales, ça a été aussi voilà, d'essayer de répondre un peu à cette urgence de la situation socio-économique des agriculteurs par ce biais des PAT. J'en mettrai peut-être une autre aussi qui n'est pas trop négligeable, c'est quand même le cadre législatif.
Parce que finalement, la loi d'avenir, elle permet déjà à ces outils d'être créés, d'exister. Et, euh, et les territoires ont vu un intérêt, comme l'a dit Christophe, un intérêt à s'approprier cet outil. Mais il y en a eu d'autres aussi, comme la loi Egalim, comme il y a plusieurs en fait, outils, enfin, une législation qui pousse à une alimentation de qualité, et notamment dans la restauration collective, et qui conduit les élus notamment à se poser des questions de comment on peut réaliser cet objectif d'approvisionner les cantines en produits de qualité, si possible localement. Et donc ça conduit à toute une réflexion dans le cadre des collectivités. La loi n'est pas anodine, elle n'est pas anodine du tout. Et donc cet outil aussi, avec la labellisation, en disant ben, cette démarche, ce projet alimentaire correspond aux attentes, ben, la labellisation, elle a tendance à orienter et à favoriser aussi à ce qu'il y ait des initiatives qui se font, parce que si on veut avoir des moyens de mettre en place oui, un cadre qui permet de mettre en place ce type d'activité, ben, avoir la labellisation, c'est quand même intéressant. Ça permet d'avoir gagné en visibilité. Et donc, en fait, les collectivités rentrent dans cette logique d'élaborer des outils et des outils qui correspondent aux attentes du ministère, de la loi, à travers un cadre qui est de plus en plus, j'allais dire, ce qui me venait, c'est cadré, mais en fait orienté par des attentes et des critères plus précis. Vous parlez justement de cette dimension législative. Est-ce que comment dire, le système législatif actuel n'est pas aussi un frein, une limite à l'heure actuelle, hein, à ces projets alimentaires territoriaux? Je pense notamment, on parlait de la restauration collective, la question des marchés publics, pour avoir assisté à beaucoup de conférences, avoir échangé beaucoup avec les acteurs d'acteurs de la restauration collective qui voudraient vraiment relocaliser la production, la transformation et les consommations, se heurtent parfois à un cadre législatif un petit peu trop strict. Et donc, ça me permet de faire la transition vers ma prochaine question. Quelles sont aujourd'hui, donc en 2024, les limites que rencontrent ces PAT? Effectivement, hein, le constat que le cadre législatif n'est pas toujours cohérent et encourage parfois certains aspects tout en par ailleurs en les décourageant et en y apportant des freins. Je pense que ça, c'est un constat en effet qu'on peut aisément établir sur la question des PAT, mais dans d'autres domaines aussi, hein. Je pense que c'est pas spécifique pour le coup à ces PAT. Euh, alors notamment parce que en matière de législation, il y a aussi plusieurs échelons, hein. Il y a notamment l'échelon européen qui influence également, et donc c'est pas toujours très cohérent, effectivement. Après les limites, en ce qui concerne les limites proprement dites, alors nous dans l'ouvrage on en a identifié là aussi quelques-unes, hein, effectivement, qui tiennent au fait que ben, voilà, depuis le premier cadrage législatif, eh bien, ce dont on s'est rendu compte, hein, c'est qu'il y a une tendance en effet des acteurs publics, alors de l'État, des collectivités locales, à vouloir un peu essayer de récupérer en quelque sorte et d'encadrer, hein, de manière assez forte quand même les démarches engagées dans le cadre des PAT. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne parce que ça peut éventuellement apporter un peu de structuration, ça permet aussi d'apporter des financements et donc un certain nombre de leviers finalement, hein, pour le développement de ces PAT, mais en même temps, ça peut freiner un certain nombre de démarches qui émanaient d'autres acteurs que les collectivités locales.
des démarches associatives, par exemple, ou autres. Et donc, c'est potentiellement un frein au développement de ces PAD. De toute façon, après, il y a toujours la discussion. Encore une fois, cette démarche aujourd'hui, dite un petit peu officialisée et labellisée derrière le mot projet alimentaire de territoire, on peut sûrement sans doute la retrouver sur des territoires qui n'ont pas aujourd'hui joué la démarche dite de certification, labellisation. Et du coup, on peut trouver des formes encore un petit peu plus variées, on va dire, d'existence malgré tout, de ce qu'on pourrait qualifier de projet autour de l'alimentation sur des territoires, mais qui n'ont pas tous les ne respecte pas éventuellement tous les canons, tous les cadres de cette procédure dont on parle effectivement ici et qui est aujourd'hui inscrite dans une loi. Donc, de fait, ces initiatives qui existeraient sans emprunter éventuellement la voie de la labellisation ou de la certification ou de la reconnaissance ont des portées forcément un peu différentes. Et je trouve que effectivement, peut-être d'autres limites qu'on aperçoit nous à travers cette expérimentation qu'on a voulu faire et puis cette présentation d'exemple, c'est que euh, l'engagement citoyen dans ces initiatives-là, bon, elle est pratiquement aussi indispensable que la volonté politique et collective d'une collectivité. Et donc, en fait, le vrai problème de fonctionnement de ces organisations-là, qu'elles soient labellisées ou non, c'est la possibilité, pardon, c'est la possibilité d'avoir une organisation collective qui fonctionne. Et effectivement, il se trouve que de fait, on voit souvent que quand il y a, voilà, par exemple, il faut de l'animation, il faut de la gouvernance de ces procédures qu'il faut mettre en place pour relier l'agriculture à l'alimentation sur un territoire. Et dans beaucoup de territoires, on considère que finalement, c'est à la collectivité publique que revient ce rôle de responsabilité d'animation, et ben parce que c'est une facilité un peu qu'à trouver là. Mais en fait, il ne faudrait pas se tromper de diagnostic. Aujourd'hui, si on passe par la médiation ou par le rôle que jouent les collectivités, c'est parce que effectivement, de fait, elles vont avoir peut-être plus de facilité que d'autres acteurs à jouer ce rôle-là. Et la vraie question d'existence de ces projets alimentaires sur les territoires, c'est d'abord et avant tout la possibilité de faire fonctionner ces collectifs. Effectivement, il faut mettre ensemble voilà, des agriculteurs, des transformateurs, peut-être des distributeurs, que là aussi on pointe un peu dans notre page, qui sont aujourd'hui les grands absents souvent de ces projets-là, puisqu'on fait directement du lien entre des producteurs et quasiment des consommateurs. Et donc, ces acteurs-là, il faut les faire travailler ensemble. Et les faire travailler ensemble, c'est pas les laisser tout seuls dans une pièce. Il faut avoir un gros effort d'animation, d'accompagnement de ces initiatives-là. Mais là, bon, à la limite, on est sur des projets alimentaires. Je pense que sur d'autres sujets, on pourrait dire la même chose si on parlait de logement, si on parlait d'infrastructure, enfin bref. Et de fait, ça c'est une difficulté. C'est pour refaire du collectif à un échelon même local, il faut consacrer du temps. Et aujourd'hui, dans nos initiatives, on voit que chaque acteur n'est pas forcément aussi disponible que ça pour contribuer à ce fonctionnement un petit peu collectif. Et donc, une des limites, entre guillemets, qu'on perçoit, c'est voilà, aujourd'hui, dans les procédures ou même dans les dispositifs qui sont formulés, ce travail d'accompagnement, eh ben, souvent, il a tendance à être invisibilisé et non pris en compte un petit peu. Et c'est peut-être ça une des difficultés. Bon, service des collectifs, ça ne s'improvise pas tout le temps. Alors, il y a des territoires sur lesquels ça peut marcher plus facilement, mais c'est pas une généralité. Et donc, bon, finalement, c'est un petit peu par ce truchement-là qu'on va retrouver de la collectivité publique parce qu'elle, bon, bah, évidemment, elle peut peut-être porter un petit peu plus facilement cet effort Oui, moi je dirais, alors c'est très important cette histoire du collectif et de la continuité du collectif. Alors les animateurs territoriaux sont extrêmement importants, mais comme dans toutes ces démarches territoriales, que ce soit pour l'environnement, pour d'autres champs des dynamiques territoriales, les chargés de mission, les animateurs sont essentiels et effectivement, c'est pas évident d'assurer une continuité aussi de leur travail parce que ils sont financés par des contrats souvent à durée déterminée, par des obtentions de moyens financiers, par des appels à projets, etc. Donc, ça peut susciter euh, une préoccupation permanente de la part des animateurs à chercher des moyens pour leur survie et de leur poste, et ce qui les éloigne un petit peu des préoccupations qui sont de faire fonctionner ce collectif et qui est déjà un travail à temps plein, quoi, parce que
c'est des collectifs où quand ça fonctionne bien, mais il y a des gens très diversifiés autour de la table, avec des orientations très diversifiées. Donc moi, je voudrais juste mettre l'accent aussi sur cette difficulté, c'est que pour faire fonctionner ce type de projet, ben, il faut faire parler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble, qui n'ont pas forcément les mêmes visions. Alors déjà, tout le monde n'est pas autour de la table, mais quand on arrive à en avoir une grande diversité d'acteurs autour de la table, parfois ils sont pas forcément d'accord sur leur vision de l'agriculture, ils ne représentent pas la même agriculture, ou sur leur vision de l'alimentation, de ce que c'est que la qualité dans l'alimentation. Donc il y a beaucoup de représentations des acteurs qui peuvent... alors là, c'est en fonction des configurations. Soit il y a des choses qui se passent et il y a des échanges et il y a des évolutions qui peuvent apparaître plus ou moins facilement suivant les contextes territoriaux et les formes de gouvernance existantes. Un des enjeux pour la territorialisation de l'agriculture, c'est aussi de prendre en compte les réalités agricoles d'un territoire. Et il y a des territoires qui sont peu nourriciers, par exemple, avec des formes d'agriculture qui sont peu liées au territoire, donc qui sont liées au système un peu plus globalisé, et donc, ou à l'agro-industriel. Et donc, dans ce type de projet, ben, c'est des acteurs qu'on voit pas vraiment autour de la table. Euh, et, euh, et donc, il y a une chose, c'est attirer les acteurs et leur grande diversité. Mais quand il y a des acteurs autour de la table, encore faut-il aussi qu'ils puissent s'écouter et se comprendre. Et ce qui est pas toujours évident et qu'ils aillent dans un sens, mais qu'ils puissent participer de l'objectif, de cet objectif-là, quoi. Et donc, bon, les visions sont vraiment différentes parfois et ça peut apporter à des tensions ou de la non-communication ou alors des gens qu'on n'invite pas parce que ça correspond pas à l'idée qu'on se fait de ce qu'est une agriculture territorialisée. Donc, la question ça porte aussi sur le devant de la scène cette question de l'agriculture nourricière. Bah Quelle écoutez, est c'est très bien l'agriculture parce que qu'on veut là, pour le territoire? Parce qu'une agriculture nourricière, c'est pas une agriculture X. Et ça peut très bien être des céréales, mais c'est une conception des céréales, ça conduit à une conception des céréales et des débouchés des céréales qui est complètement différente de celle pensée par l'agro-industrie. c'est très bien parce que là, vous me tendez une perche, si je puis dire, parce que quand j'ai lu votre livre, ça a fait écho avec les discours qu'on a entendus ces derniers mois, ces dernières semaines, des discours officiels prônant la nécessité de développer des stratégies de souveraineté agricole et alimentaire à l'échelle du pays, voire même à l'échelle européenne. Bon, c'était un petit peu nébuleux, me semble-t-il. Mais en lisant votre ouvrage, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ces PAT, ils ne sont pas une des chevilles ouvrières de cette mise en place d'une réelle souveraineté alimentaire à l'échelle des territoires et non pas une sorte de concept un petit peu déterritorialisé. Est-ce que je fais totalement fausse route en ayant cette lecture-là de votre ouvrage et de vos recherches? Alors, moi, j'ai tendance à regarder ce discours hein, sur la souveraineté, alors qu'elle soit alimentaire ou industrielle, etc., hein, puisque ça fait partie vraiment de l'ère du temps, avec un certain regard critique hein, quand même. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier que fondamentalement, on est toujours dans un système économique mondialisé quand même, hein, même s'il y a des tensions géopolitiques, etc. Et s'il y a plutôt des mesures en effet protectionnistes qui émergent ici ou là dans différents secteurs, mais fondamentalement quand même, on est toujours dans un système mondialisé et on le sera encore pendant un certain nombre d'années, hein. Donc, alors, on entend en effet beaucoup hein, ce discours sur le retour à une souveraineté. Alors, dans le cas de l'alimentation, elle est, euh, elle est assez problématique tout de même, hein, parce que à différentes échelles, alors que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale ou à l'échelle des intercommunalités, on en est très loin, quoi, encore, hein. On est très loin de cet objectif, effectivement, ou d'atteindre cet objectif de souveraineté. Donc, on peut considérer en effet que les PAT vont dans ce sens-là,
parce que voilà, à travers leur objectif de recréer du lien entre territoire, alimentation, agriculture, c'est sans doute un dispositif qui va dans ce sens-là, mais objectivement, on en est très loin encore. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un peu un lien avec un autre concept qui a émergé à peu près en même temps que les PAT, d'ailleurs, un petit peu avant même, qui est celui de système alimentaire territorialisé. Hein, on a une réflexion dans l'ouvrage, en particulier dans la première partie, sur un peu la mise en parallèle justement de ces deux notions de SAT, pour le coup, hein, système alimentaire territorialisé et PAT. Et cette notion de SAT, elle a émergé justement avec ce bel objectif, hein, de créer un système alimentaire qui pourrait être territorialisé en associant donc à l'échelle d'une région, par exemple, voilà, de multiples productions, etc. Bon, très objectivement, les SAT, on ne sait pas très bien encore aujourd'hui à quoi ça correspond, hein. Donc, voilà, je crois qu'il faut se méfier un peu, hein, de ce discours bon, un peu incantatoire quand même, hein, sur retour à la souveraineté. Les PAT, en effet, constituent un dispositif, un instrument, mais à une échelle quand même encore très réduite, quoi, hein. Donc, voilà, la dépendance alimentaire, elle est encore devant nous pour un certain nombre d'années quand même. On est bien d'accord que, effectivement, en entendant toutes ces idées réémises depuis le printemps là, donc, cette année, autour de l'agriculture et l'alimentation, elles ont quand même d'autres vocations que d'essayer de faire projet alimentaire sur des territoires. Elles ont pour vocation d'essayer de redonner de la visibilité au secteur agricole qui est quand même effectivement pas très bien en point pour de multiples raisons, pas qu'économiques d'ailleurs, voilà. Et c'est à ça que je voulais revenir, moi, c'est que aujourd'hui, certes, les marchés et la géopolitique compliquent les choses en matière d'échanges agricoles, et comme le système agricole est beaucoup basé là-dessus, ça se voit tout de suite. Mais quand même, il y a deux autres au moins champs de préoccupation pour notre agriculture. C'est bien entendu la question du climat, qui elle aussi a du mal à être ignorée totalement aujourd'hui. Et cette question climatique, elle pèse effectivement beaucoup sur voilà l'organisation de la production et son intensification sur les territoires. Bon, je prends pas d'exemple, mais vous en avez sûrement en tête. Et le deuxième aspect qui est aussi très important et qui bouscule là aussi la logique agricole qui a peut-être prédestiné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la question de l'épuisement des ressources. C'est-à-dire que bon, voilà, qu'il s'agisse de matières premières minérales, énergétiques, voire eau, on sait que là aussi on est devant une raréfaction et donc une nécessité de re-raisonner sans doute, voilà, notre utilisation et consommation de ces ressources. Donc, si on rajoute ces trois raisons, voilà, la géopolitique et les marchés, le climat et puis les ressources, on voit bien que la sécurité alimentaire, qu'on appelle aujourd'hui, voilà, souveraineté agricole, elle va devoir sans doute revoir sa feuille de route un peu différemment de ce qu'on a fait depuis 80 ans. Voilà, et que notamment, je trouve la dérive sémantique assez intéressante. La souveraineté agricole, c'est quelque chose qui est tout à fait illusoire. C'est un mot qui est facile à dire, mais finalement, un pays n'est pas à l'abri au prétexte qu'il aurait une quantité de production agricole suffisante globalement sur son territoire. Il n'est pas à l'abri de ne pas assurer sa sécurité alimentaire. Et à l'inverse, une souveraineté, en fait, la souveraineté, c'est je suis pas forcément obligé de produire tout moi-même, hein. Souverain, c'est j'ai la liberté de décider comment faire. Voilà, le Japon est un pays souverain de façon alimentaire, alors qu'il est loin de produire tout ce dont il a besoin. Mais il a dégagé une capacité économique pour lui permettre d'acheter sur les marchés du coup qui sont extérieurs de quoi assurer, entre guillemets, une sécurité alimentaire à ses citoyens. Donc, en fait, et c'est là qu'on, je trouve, notre travail à nous radonne encore une fois une dimension justement territoriale. Oui, oui, on peut, via l'existence des marchés et de la circulation des richesses, imaginer que, bon, même si je produis pas tout dans mon pays, je vais pouvoir nourrir ma population. Mais, et notamment quand on est dans des territoires comme les nôtres, ignorer le territoire qui, lui, justement, recèle a priori et un potentiel de production non négligeable, c'est faire une erreur.
Parce que justement, si je veux intégrer ces trois composantes, l'insécurité sur les marchés, donc la garantie que les échanges vont continuer à pouvoir se faire de façon parfaitement indolore pour les consommateurs notamment, la garantie que je vais pouvoir avoir une production régulière et continue avec les aléas climatiques qui s'accroissent d'année en année. Et puis que je vais pouvoir utiliser les mêmes modes de production en consommant les mêmes matières premières, alors que je sais très bien que demain, les ressources vont être de moins en moins faciles à utiliser. Bon, c'est quand même une gageure. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, plutôt que de dire on va rester dans un système globalisé qui va essayer à toute force de maintenir les conditions de production actuelles, revenir à des échelons locaux, ça permet souvent justement de réaborder des choses de manière un peu plus pragmatique. Et quand on se resitue à une échelle territoriale locale et qu'on rediscute effectivement de l'usage du sol sur un territoire donné vis-à-vis de besoins alimentaires sur un territoire donné, on recolle un peu plus à la réalité. Et la réalité nous dit, voilà, par exemple, je trouve ça aussi, on l'a peu abordé, mais c'est une vision qui est importante quand on redescend à l'échelle territoriale, qu'on l'aborde à travers notre façon de s'alimenter ou qu'on l'aborde à travers notre façon de produire, faire des projets, c'est de toute façon relier ces deux notions-là. Et on sait très bien aujourd'hui que si on veut continuer à être en sécurité alimentaire, il faudra à la fois qu'on change notre façon de s'alimenter, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre mode d'alimentation moyen n'est pas idéal pour, encore une fois, une résilience et une sécurité à long terme. Et on sait aussi que nos modes de production aujourd'hui, ils sont pas si pérennes que ça non plus. Donc, refaire projet à des échelles territoriales, c'est se redonner la chance, justement, de faire à la fois des modèles alimentaires et des modèles de production qui peuvent cohabiter, voire coexister sur des territoires. Je trouve que c'est vraiment ça l'intérêt de ces démarches-là. Et c'est peut-être malheureux qu'on ne puisse pas le faire à des échelles globales, mais à faute de le faire à des échelles globales, bah, je trouve que c'est pas si mal d'essayer d'envisager de le faire à des échelles locales. Et c'est un peu ça notre, voilà, notre quotidien à nous, là, de chercheurs en sciences sociales notamment ou agronomiques, bah, c'est d'essayer de travailler à des échelles sur lesquelles on sait qu'on va pouvoir peut-être observer plus facilement des résultats. Et moi, je compléterai la réponse peut-être en disant que ces PAT, ben oui, ils sont pas négatifs par rapport à cette idée de souveraineté. Enfin, je veux dire, ils vont pas contre, parce que c'est quand même le vocabulaire localement. C'est souvent le vocabulaire que les acteurs autour de la table utilisent en disant, ben, en développant l'agriculture sur notre territoire, ça permettra d'avoir moins de dépendance par rapport à d'autres sources d'alimentation, de produire sur notre territoire, de savoir ce qu'on produit, de le livrer directement aux consommateurs. Donc, il y a tout ce discours qui est là. Mais tout le monde sait pertinemment autour de la table que aucun des territoires n'est capable d'assurer une souveraineté alimentaire pour les habitants de ce territoire. Aucun. Ben, tout le monde sait que c'est une orientation, mais c'est pas du tout une fin. Et donc, ça, c'est très clair. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que ça crée une orientation qui peut prendre de plus en plus, je ne sais pas si elle prend du poids, mais en tout cas, prend de plus en plus, de plus en plus sens à des gens qui sont de plus en plus différents. Voilà. C'est un discours qu'on n'entendait pas dans certains territoires parce que quand on n'est pas un territoire agricole, a priori, je vois, enfin, l'agriculture, on s'en préoccupe pas beaucoup. Et même dans ces territoires, par exemple les territoires urbains, on dit, ben, normalement, l'agriculture, elle n'est pas dans les territoires urbains, elle n'a pas sa place dans les territoires urbains, on l'a sortie des territoires urbains, que ce soit l'élevage et même la culture, toutes les années, depuis des années, l'après-deuxième guerre mondiale, l'objectif, c'était pas de produire c'est de produire plus intensément à l'extérieur dans les campagnes, mais pas dans la ville. La ville n'était pas consacrée à l'agriculture. Et donc là, c'est revenir sur, moi, mitiger le discours en disant, mais pourquoi les villes, elles ne pourraient pas produire? Parce que c'est là où il y a le plus d'habitants. Eh ben, si on veut faire du circuit court, si on veut faire quelque chose qui rapproche la production et la consommation, pourquoi les villes ne produiraient pas? Et donc, c'est toutes les questions qui se posent aujourd'hui pour la réintégration de l'agriculture dans les villes. Mais on est bien dans un chemin où on se dit, ben, ça amène, comme disait Bernard, peut-être à penser les usages du sol un peu différemment
et les visions qu'on a de ce lien entre agriculture et alimentation un peu différemment. Donc, c'est pas des objets, c'est pas des outils révolutionnaires, les démarches alimentaires territorialisées, c'est pas révolutionnaire, mais n'empêche que ça oblige tout le monde à penser avec quelque chose qui n'était pas pensé, en tout cas par un certain nombre d'acteurs. Et je crois que c'est en ça que ça peut euh, conduire, pas une souveraineté, peut-être pas, mais en tout cas une prise de conscience que l'alimentation et l'agriculture des territoires, c'est important. Il n'y a pas que l'industrie. Et alors, voilà. Et ça m'amène à une autre chose, parce que je suis en train de partir, il n'y a pas que l'industrie, et je pense à autre chose, il n'y a pas que l'industrie et l'énergie, parce qu'il y a cet enjeu fort et qui est très concurrentiel par rapport à l'alimentation, c'est la question de la production d'énergie. Les propos de mes collègues me font penser à une autre dimension. Quand on parle PAT, on parle beaucoup du T, évidemment, du territoire, et donc de l'alimentation aussi, mais on oublie peut-être un peu la lettre P précisément, qui renvoie à l'idée du projet, donc d'une construction d'un avenir que l'on souhaite partager entre plusieurs acteurs. Et je pense que c'est une dimension tout à fait importante. Ça renvoie à la construction d'un futur, en fait, hein. Et ce qu'évoque à l'instant Maïté, c'est bien l'idée que, à travers cette idée de chemin, en effet, hein, de sens qu'on essaye de construire, ça renvoie bien à la dimension du projet, précisément. Le fait que, eh bien, on demande à un certain nombre d'acteurs de construire ensemble un chemin, une vision. Alors, qui va être balisé par un certain nombre d'objectifs, dont celui de souveraineté alimentaire, dont on sait qu'il est en effet quand même difficile à atteindre. Mais voilà, il y a cette dimension, finalement, construction partagée d'un futur. Euh, En opposition, finalement, encore une fois, à ce qui s'est passé dans la période précédente où, finalement, on a laissé le marché assurer voilà, le bon fonctionnement par lui-même, hein. Donc, et on a laissé le marché se mondialiser à travers l'implication d'un certain nombre de groupes industriels, etc., ou agroalimentaires. Par rapport à ça, donc, voilà, l'idée de projet réintroduit une construction de sens partagé. Voilà. Et je trouve que ça, c'est un point important aussi. Et pour mettre une petite touche finale à cette reterritorialisation de notre problématique, je dirais qu'à l'inverse, on a aussi un garde-fou, je pense, qui n'est pas explicitement raconté dans l'ouvrage, mais qui fait souvent quand même l'objet de nos discussions, c'est qu'il ne faudrait pas confondre la reterritorialisation des questions alimentaires et agricoles à du localisme. C'est-à-dire que c'est pas parce que effectivement on veut réassocier le territoire à des problématiques agricoles et alimentaires pour essayer de voir comment sur un territoire donné on peut mieux répondre à des préoccupations agricoles et alimentaires en intégrant, on a dit voilà les grands enjeux, les grands changements, le climat, l'énergie, les ressources et puis les marchés. Et ça ne met pas non plus remettre en exergue que si on était renfermé sur une communauté voilà, territorialisée et qui devienne hermétique par rapport au reste du monde, alors sans doute on résoudrait plus facilement les problèmes. Je pense il faut éviter la bascule entre guillemets dans l'autre sens. On entend aussi pas mal de discours aujourd'hui qui auraient tendance à peut-être vouloir faire de cet idéal du localisme un projet. Bon, c'est pas parce qu'on réfléchit à la reterritorialisation, on va, et d'ailleurs, c'est aussi une des conclusions, c'est que comme on ne sait pas laquelle échelle est la bonne, on est bien incapable de savoir s'il y a une échelle d'ailleurs idéale pour discuter de ces questions-là. Il faudrait pas assimiler ces démarches à du renfermement. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres endroits où c'est dangereux de revendiquer le renfermement compte tenu des problèmes, encore une fois, que traversent nos sociétés. Et donc, c'est peut-être le garde-fou. Voilà, faire du projet sur des territoires, oui. Réassocier l'agriculture à l'alimentation, évidemment que nous, on est à fond pour. Et c'est ce qu'on essaye de montrer et ça se passe dans beaucoup de territoires. Attention peut-être parfois à l'excès de localisme.
Alors, justement, enfin, Madame Banzo, vous évoquiez ces différences entre rural, urbain, etc. Pour finir, j'avais justement une question après avoir lu votre ouvrage. Le dernier chapitre, si je ne me trompe pas, fait justement, enfin, insiste sur la dimension de ces PAT comme levier de développement territorial. Pas simplement changer la production ou favoriser d'autres consommations, mais vraiment développer les territoires. Est-ce que cette nature d'outil de développement territorial, il s'exprime de la même manière dans les espaces ruraux, dans les espaces périurbains et dans les espaces urbains? Les enjeux territoriaux sont essentiels dans l'orientation des projets qui vont être choisis. C'est le propre d'un projet territorial, c'est qu'il prend en compte les caractéristiques du territoire et qu'il échafaude un avenir. Enfin, voilà, il prévoit de se diriger vers un avenir en fonction des caractéristiques de son territoire et des enjeux de son territoire. Donc évidemment, suivant les caractéristiques des territoires, les préoccupations ne sont pas exactement les mêmes pour les territoires urbains que pour les territoires ruraux. Euh, on n'a pas fait une distinction très très forte dans le périurbain. On n'a pas pris en compte le périurbain en tant que tel. Euh, mais on peut imaginer que les enjeux aussi sont spécifiques parce que c'est des territoires qui ont une disponibilité en foncier normalement non bâti qui est importante et qui peuvent envisager d'avoir du projet sur ce type d'espace qui, à l'heure actuelle, n'est peut-être pas orienté de manière à favoriser une production liée à l'alimentation. Donc, des territoires en jeu qui sont forts, mais je dirais, ce que l'on a surtout remarqué, c'est que, il faut peut-être faire le lien aussi à cette question de ne pas s'enfermer sur un territoire, mais de rester ouvert aussi, c'est que, euh, en fait, je pense que dans le dernier chapitre, on a mis surtout l'accent sur le fait que euh, ces projets, ils avaient tendance à réanimer la distinction des catégories entre urbain et rural. Parce que vous savez, on peut se dire qu'aujourd'hui, les catégories sont un peu brouillées entre l'urbain et le rural. Vous voyez, il y a des dynamiques qui appartiennent de l'un dans les autres. Il y a cette vision que bon, tout serait dans une logique plutôt urbanisée, de mobilité, etc., quels que soient les espaces dans lesquels on est, mais qu'ils soient de forte densité ou de faible densité. Donc, on peut imaginer des choses comme ça. Mais en fait, dans le discours, l'alimentation, enfin, ces questions de territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, elles ont un petit peu tendance à réaffirmer ces catégories en disant, ben, nous, on est urbain et donc nous, on a des problématiques qui sont de ce type-là et on a certains besoins. Et vous, les ruraux, et dans les ruraux, de dire, nous, on est la campagne, on nourrit. Bon, on peut avoir, alors je schématise un petit peu, je grossis un peu le trait, mais on peut avoir un discours qui se réaffirme et des communes qui se déclarent rurales avec des spécificités et qui n'ont pas exactement la même vision que des communes qui se réclament ou des agglomérations qui disent, ben oui, nos préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc, c'était un aspect donc et derrière ça, cette réactivation des catégories, il y a aussi la réactivation de la dépendance et du lien important avec les territoires qui sont différents parce qu'ils apportent des ressources dont on a besoin. Et donc, c'est pas tant de s'enfermer sur son territoire, mais ce que font en fait les grandes agglomérations, c'est que non seulement elles cherchent à renforcer leur capacité de production, mais aussi elles essaient d'avoir des liens et des relations avec des territoires proches qui, eux, sont en capacité de les approvisionner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est bien dans de la territorialisation parce qu'au lieu d'aller dans un marché national pour récupérer l'alimentation, on va d'abord, enfin en tout cas, on va essayer de voir si plus proche, on n'a pas des territoires qui sont en capacité de nous fournir cette alimentation. Et donc, ça amène à un changement de regard, mais qui n'a rien à voir ni avec le renfermement sur soi-même,
Euh, oui, ni euh, alors, ça peut susciter des tensions et des concurrences, hein, mais pour le moment, il peut y avoir des collaborations qui s'opèrent entre des territoires qui ne partageaient pas forcément d'échanges, voilà, pour des intérêts mutuels. Moi, ce qui me vient à l'esprit, en fait, quand on évoque cette dimension développement territorial, alors c'est pas tant la distinction territoire urbain, territoire ruraux, mais plutôt le fait que, dans le fond, quel que soit le territoire dans lequel on est situé, ben, renvoyer à la notion de développement territorial, c'est souvent finalement pour les élus locaux en particulier, hein, essayer de répondre à des injonctions un petit peu contradictoires finalement, en termes de développement économique notamment, mais aussi en termes d'attractivité pour les populations, pour d'autres activités économiques, etc. En fait, je pense que ces PAT sont un peu confrontés à ça, hein, c'est-à-dire ces injonctions finalement auxquelles les élus à différentes échelles doivent répondre d'une manière ou d'une autre, parce que ça correspond aussi à des attentes sociétales, des emplois, une alimentation de qualité locale, etc., etc. Et on voit bien, évidemment, hein, je pense que vous voyez à quoi je fais référence, puisqu'on parle beaucoup d'artificialisation des sols maintenant, hein, depuis quelques temps, et on voit bien que, en fait, ben, ces PAT, ils sont confrontés à cet enjeu de l'artificialisation des sols, hein, parce qu'on a d'un côté, ben, pour les territoires ruraux comme pour les territoires urbains, une volonté bah, d'artificialiser pour créer des logements, pour créer des zones industrielles, des zones d'activité, etc. Et puis de l'autre, on a cette injonction aussi à garder des surfaces agricoles disponibles dans un contexte où on sait que le foncier agricole ne cesse de diminuer, hein, et donc, voilà, en fait, quel que soit le territoire, parler de développement territorial, c'est être confronté un peu à ces injonctions contradictoires. Alors, c'est vrai que du coup, les PAT donnent un peu du poids finalement à partir de ce projet commun, justement, hein, de ce futur commun envisagé, plus ou moins facilement d'ailleurs, hein, parfois en effet avec des difficultés. Ben, ces PAT donc donnent du point à l'idée qu'il faut essayer de garder la dimension agricole et alimentaire dans le développement territorial. Voilà. Face à d'autres injonctions qui sont aussi très fortes. Oui, de toute façon, schématiquement, si on prend la situation actuelle, sur les territoires urbains, il y a des mangeurs, beaucoup plus que des producteurs. Sur les territoires ruraux, il y a la production et des producteurs, beaucoup plus que des mangeurs. Et dans les deux cas, l'un a besoin de l'autre. Donc, si aujourd'hui on voit émerger des PAT dans des endroits qu'on pourrait qualifier de ruraux, la liaison de faire rencontrer une production qui souvent va être effectivement présente et visible sur le territoire à une consommation, elle peut se réduire à une échelle locale, mais si on veut vraiment traiter de l'agriculture d'un territoire rural, il va sans doute falloir aller chercher effectivement ailleurs que sur le territoire rural les fameux mangeurs qui pourraient éventuellement continuer à faire vivre les agriculteurs. Et on a l'inverse en territoire urbain. Donc aujourd'hui, quand les projets démarrent à ces échelons-là, c'est logique. C'est pour ça qu'on voit des projets alimentaires qui ont des mangeurs et qui du coup se préoccupent de chercher de la production, et des territoires urbains où il y a des producteurs et on se préoccupe plutôt de chercher de la consommation. Et fatalement, on pourrait imaginer que si on était visionnaire, il y a peut-être un moment donné où ça va se rencontrer, ça. C'est-à-dire que on va commencer à une échelle géographique bah, forcément locale, puisque c'est quand même là que naissent les projets, et c'est ça qui est le ferment un petit peu de l'existence justement de ces projets. Mais on n'a pas forcément de barrière géographique, justement, d'où aujourd'hui la multiplicité des échelles, d'où la possibilité que ça cohabite effectivement de façon un peu différenciée, parce que là aussi, quand on parle d'alimentation, bah oui, mais dans l'alimentation, effectivement, il y a les légumes, il y a les céréales, il y a la viande, il y a éventuellement les liquides. Enfin bon, donc c'est pareil. Est-ce que faire un système alimentaire complètement cohérent sur un territoire, voilà, ça va demander sans doute euh, de traiter les problèmes de façon différenciée. Donc moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, les initiatives locales
on encourage à travers notamment ces processus encadrés par des lois aujourd'hui, si on est optimiste, c'est le point de départ. C'est le point de départ peut-être d'une redéfinition, d'un découpage territorial, parce que malgré tout, voilà, 80% de notre population en ville aujourd'hui en France, ça veut quand même dire qu'effectivement, les mangeurs, s'ils veulent se relier au territoire, il va falloir que beaucoup de territoires se préoccupent effectivement de la possibilité de nourrir ces mangeurs-là d'une façon conforme au désir. Donc, il y a nécessité qu'à un moment donné, ça se rencontre. Quand on est un pays, et ce qui est vrai en France, se retrouve un peu à l'échelle mondiale, quand la population s'est concentrée dans les villes, la reterritorialisation, voilà. Donc, ça peut être, comme dit Maïté, de rapprocher la production des mangeurs, c'est vrai, mais ça peut être aussi de relier, voilà, et à nouveau la liaison entre des producteurs et des mangeurs sur des territoires qui sont déjà assez typés parce que la population est agglomérée en ville et puis que du coup les marges rurales sont moins peuplées mais gardent de la production. Ça va demander peut-être que les projets alimentaires demain, euh, sans devenir des marchés mondiaux, parce que voilà, à ne pas s'occuper de la dimension territoriale, on a fait que les marchés sont devenus mondiaux et que finalement, on avait l'impression que tout le monde allait être content de cette façon de s'alimenter à travers cette globalisation. Je crois que ça y est. Alors, de la même façon qu'on dit le localisme, c'est pas l'avenir, on sait que la globalisation, c'est pas l'avenir. Donc l'avenir, il est dans un entre-deux. Et l'entre-deux, c'est bien de cohabiter, voire de coexister de façon intelligente entre des territoires urbains et des territoires ruraux. Donc moi, je pense pas qu'il y ait forcément d'antagonisme. C'est plutôt de la complémentarité qu'il va falloir chercher. Mais on en revient à notre discussion liminaire, c'est que pour qu'il y ait complémentarité, comme le dit Christophe, il faut qu'il y ait projet. Et pour qu'il y ait projet, il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait de l'accompagnement, parce que ça ne se construit pas du jour au lendemain, la clarification des besoins et des enjeux qu'il y a derrière ces besoins à l'échelle territoriale. C'est plus facile sur des petits territoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à ces échelles-là que nous, on observe des choses. Je le rappelle, Maïté Bonzo, Christophe Borin et Bernard Delhomme, vous avez coordonné avec Marie Lemarié-Boutry le récent ouvrage qui est publié chez Quae en 2024, Les projets alimentaires territoriaux vers des actions collectives. Je recommande à tous nos spectateurs qui souhaiteraient aller encore plus loin de se le procurer. Et en plus, mon petit doigt me dit qu'il est disponible en PDF, que sa version PDF est disponible sur le site de votre éditeur. Et alors ça, vraiment, personnellement, je remercie les éditions Quae pour cette magnifique initiative. Vraiment, merci à tous les trois pour nous avoir éclairés sur cette question des projets alimentaires territoriaux et évoquer plus largement même les questions autour des liens très très étroits entre alimentation, agriculture et territoire. Vraiment merci à tous les trois.